Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Chantal Baudron, qu'on ne présente plus, reine des conseils RH, première business angel de France et même d'autres passions qu'elle va nous dévoiler comme l'horticulture. Alors, bon voyage et bon podcast. Bienvenue dans ce nouveau podcast Fashion Network Luxury Insight. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une figure du recrutement dans la mode et le luxe sur la place de Paris, Chantal Baudron. Chantal Baudron, bonjour. Bonjour Olivier. Vous avez créé votre entreprise en 1980, votre cabinet de recrutement, et progressivement vous êtes devenu incontournable pour beaucoup d'acteurs de la mode, du luxe, de la beauté sur la place de Paris. Donc ça nous intéressait à la fois de vous accueillir, à la fois pour avoir votre regard et puis pour vous connaître un peu mieux, connaître votre histoire, d'où vous venez. Je crois que vous venez du Périgord, vous défendez les couleurs du Périgord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel univers vous avez grandi ? Volontiers. Alors oui, je suis un pur produit périgourdin, dans le sens où je suis né là-bas et que ma famille est originaire depuis toujours, autant qu'on puisse retrouver des papiers qui le vérifient. Donc j'ai été éduquée là-bas. J'ai fait mes études secondaires d'ailleurs à Sarlat, très jolie ville que je vous recommande, dans l'école qui s'appelle Sainte-Claire. Et ensuite, je suis allée donc à Paris faire des études supérieures. Alors, je suis très attachée à cette région parce que ce sont vraiment mes racines. Et d'ailleurs, il y a 25 ans, avec mon mari, nous avons acheté une propriété là-bas. Notre maison familiale étant reprise par une de mes sœurs. Et j'ai continué à m'intéresser au Périgord à travers en particulier une fonction qui est celle de vice-président de La Truffe, les Périgourdins de Paris. Alors ça n'a rien à voir avec le tubercule, mais ça s'est appelé comme ça il y a longtemps. C'est une association qui a été créée à la fin du 19e siècle et qui aujourd'hui regroupe 350 personnes originaires du Périgord. Et à l'intérieur de cette association qui est plutôt festive, où on se réunit pour des déjeuners, des visites, mais il y a aussi une fonction d'une section qu'on appelle économie du territoire, et je suis un de ces ambassadeurs, c'est-à-dire que nous essayons aussi de faire en sorte que le Périgord devienne attractif, non seulement pour la gastronomie, mais aussi pour le business. Voilà, et c'est un de mes rôles. C'est intéressant, vous avez gardé ce lien, parce que ça fait maintenant longtemps que vous êtes installé à Paris, vous avez gardé ce lien avec votre région d'origine. Qu'est-ce que ça a apporté, ce lien, dans votre histoire, quand vous êtes arrivé à Paris, quand vous êtes développé au niveau du business? Quelles sont les valeurs, les ressources que vous avez trouvées dans ce lien? Alors, les valeurs dont j'ai hérité sont mixtes, c'est-à-dire à la fois, comme pour beaucoup d'ailleurs, une très longue lignée de paysans installés donc dans un petit village de Dordogne, avec ces valeurs du monde paysan qui sont des valeurs très prosaïques, très ancrées justement dans la réalité. Et puis en même temps, mon grand-père et mon père étaient des petits entrepreneurs dans un secteur qui est très local et qui est la transformation des noix et pour en faire des cerneaux, voilà, avec toute une activité locale c'est une activité régionale. Et donc, bon, je pense que quelque part, cette activité d'entrepreneur de mon père m'a aussi peut-être donné ces valeurs justement, ou cet intérêt plutôt pour l'entrepreneuriat. Donc, vous voyez, c'est un mixte entre des valeurs traditionnelles, plutôt paysannes, et ce désir de devenir entrepreneur. Vos racines paysannes, votre père entrepreneur. Pourtant, vous avez fait un cursus universitaire dans la psychologie. Qu'est-ce qui vous a amené dans cet univers-là et en quoi ça a guidé la suite de votre carrière ? Alors, il faut resituer un peu le contexte, parce que, même si ça me donne un petit coup de vieux, en rappelant que quand j'ai fait mes études supérieures, HEC, enfin toutes les écoles de commerce, aucune école de commerce plutôt, n'était ouverte aux femmes. Donc, les formations qui nous étaient possibles étaient quand même déjà beaucoup plus limitées. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais fait genre HEC. En plus, je suis à Sarlat, dans un petit établissement scolaire,
avec une absence d'information sur les formations que vous n'imaginez pas. Il n'y avait pas d'orientation, de conseils, etc. Le conseil d'orientation, c'était pas vraiment d'actualité. Et donc, ça s'est fait de manière extrêmement presque accidentelle. Un de mes professeurs à Sainte-Claire était ami de celui qui à l'époque dirigeait une école qui s'appelle l'école de psychologues praticiens, plus connue sous le nom de psychoprate. Et lui m'a parlé de cette formation, et à travers lui j'ai découvert donc qu'il y avait une formation de psychologie qui pouvait être intéressante, et la matière m'intéressait beaucoup en soi, donc j'ai orienté vers cette formation-là. Alors en parallèle j'ai fait on disait la Sorbonne, oui, à l'époque, parce qu'il n'y avait pas tant d'universités que ça, et j'ai fait donc une licence, ça s'appelait, il n'y avait pas à l'époque autre chose, et un doctorat de 3e cycle sur ce sujet-là, voilà. Et j'ai découvert la psychologie, et j'ai beaucoup aimé cette matière, vraiment je suis heureuse d'avoir fait ces études, et quand j'ai vu les applications possibles de cette formation, j'ai assez vite éliminé tout ce qui était clinique, parce que dans ce cas-là, j'aurais fait médecine, mais j'ai vu tout de suite, dans ces années-là, les applications qui pouvaient exister dans le monde de l'entreprise. Donc vous le voyez directement au fil de votre cursus, vous avez assez rapidement vu que ça pouvait avoir des applications. J'ai fait beaucoup de stages, et j'ai éliminé au fur et à mesure, et j'ai vu que le recrutement était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et à l'époque, la formation de psychologue était très importante dans ce métier-là, qui était très différent de celui que nous pratiquons aujourd'hui, parce que c'était surtout un métier de sélection. Vous voyez, le côté chasse de tête existait moins. Oui. Donc, les missions de recrutement, c'était surtout savoir bien sélectionner. Et le fait d'avoir cette formation était un véritable atout. Je comprends bien. Vous avez à quel moment vous êtes monté à Paris? C'est justement pour ces études-là. Oui, pour les études supérieures. Et ensuite, vous êtes rentré dans un cabinet qui s'appelait Bernard Krief. C'est à ce moment-là. C'est ça, voilà. Donc, comme toute débutante. Oui. Et je dois dire que je remercie Bernard Krief, qui n'est plus de ce monde, parce que j'ai reçu là-bas une très très bonne formation. Qu'est-ce que vous faisiez concrètement? Le premier job, ça consistait en quoi? Ça consistait justement à faire de la sélection, faire passer des tests. À l'époque, c'était très à la mode. Et puis, assez vite, je suis devenue ce que Bernard Krief appelait chef de marché. Ça veut dire avoir la responsabilité d'un secteur d'activité. Et ce secteur, je l'avais choisi, c'était la mode. D'accord. Alors, à l'époque, on disait pas la mode. On disait le textile et l'habillement. Vous voyez, le vocabulaire a changé. C'est moins sexy que la mode, en fait. mais ça regroupait les oui, mêmes parce métiers. Que c'était le vocabulaire de l'époque. C'était plus industriel. Voilà. Il y avait moins de distribution, de succursalisme, etc. Donc, on disait ça. Donc, j'ai pris en charge ce secteur, et je dois dire, même ça me fait rougir, que j'ai bien réussi, ce qui m'a valu la promotion à être directeur général de l'activité recrutement de Bernard Krief. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez découvert à l'époque sur ce secteur-là, ce secteur de la mode? Il était constitué comment? Il y avait des choses à développer en termes de recrutement, de manière de sélectionner les candidats? Je ne sais pas s'il y avait il fallait déjà bien comprendre le secteur. Oui. Et je dois dire que ma contribution, parce que j'étais très impliquée dans cet univers, ça a été aussi d'aider les entreprises, mes clients, mes interlocuteurs, à créer de nouvelles fonctions. Pour être clair, dans les PME de l'époque, il existait un patron qui souvent s'occupait particulièrement du produit, et puis après des fonctions support. Et nous avons contribué, avec mon équipe, à installer la fonction de ce qu'on appelle aujourd'hui responsable de collection. Vous voyez ? D'accord. C'est-à-dire quelqu'un qui prenait en charge la vie du produit et pas la laisser seulement à un dirigeant qui avait aussi beaucoup d'autres choses à faire. Même la vie des entreprises. Voilà, ça a été important, ça. Oui. À quel moment vous vous êtes dit, en fait, là j'ai envie de monter ma propre affaire? Quel a été le déclic pour vous? Le déclic, ça a été que... À un moment donné, après, j'ai beaucoup aimé travailler avec Bernard Krief, et je lui dois beaucoup parce que, vous savez, à l'époque, j'étais une jeune femme et j'étais la patronne de ce qui était le plus grand cabinet français dans le domaine du recrutement. Et donc, pas beaucoup de personnes qui auraient eu le courage de faire ça. Vous voyez, j'étais un peu une sorte de fille spirituelle, donc je suis très reconnaissante. D'ailleurs, je fais une parenthèse, si vous permettez, j'ai commis un chapitre dans un livre qui s'appelle Paroles de dirigeants, dans le cadre d'une association
association dont j'ai fait partie pendant très longtemps qui s'appelle APM, Association pour le progrès du management. Et mon chapitre s'intitule « Merci messieurs », ce qui est assez étonnant parce qu'avec le féminisme ambiant d'écrire cela, mais c'est ça. Et je rends hommage à tous les hommes qui m'ont aidé dans ma carrière, vous voyez, je le reconnais, et Bernard Krief a été un de ceux-là. Voilà. C'est vrai que dans les années 70, vous ne deviez pas être très très nombreuses. Pas du tout. J'étais la seule femme. Oui. J'étais la seule femme. Et jeune, à l'époque, très jeune. Et donc, à un moment donné, peut-être que s'est affirmée en moi ma propre conception du métier, qui s'est avérée à mes yeux. C'était pas les yeux, c'était pas ce que pensait Bernard Krief, mais peut-être un peu divergente. C'est-à-dire que Bernard Krief, qui est un homme de marketing, voyait les choses de manière beaucoup plus, j'allais dire, mass market. Moi, j'avais peut-être une envie plus élitiste de réaliser ce métier-là. Et donc, je me suis dit à un moment donné, il faut que tu fasses, que tu crois, à ce à quoi tu crois. Voilà. Et en 1980, donc, vous montez votre propre structure. Voilà. Alors, je précise dans quel contexte je l'ai fait, parce que ça, j'en suis plutôt fière. C'est-à-dire que Bernard Krief, je lui ai dit, je vais partir, je vais faire cela, etc. Il m'a d'ailleurs proposé de prendre une participation dans la société que j'allais créer. J'ai dit non, parce qu'il faut que je coupe le cordon avec le père, et je ne peux pas le faire. Et donc, je suis partie seule, sans aucun client, et sans aucun consultant. Donc vraiment, j'ai démarré from scratch, avec ma réputation, certes. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai appelé mon cabinet de mon nom, parce que j'étais déjà un tout petit peu connue. Mais voyez, je devais bien ça à mon employeur qui m'avait formé, et j'allais pas lui piquer son chiffre d'affaires. Je dis ça parce que je trouve que c'est une valeur qui s'est complètement perdue aujourd'hui. Et donc, je suis très très fière de ça. Alors, c'est pas facile quand on démarre seul, sans client. Et alors, ce qu'il y a de formidable, c'est que certains clients m'appelaient et me disait on voudrait vous confier des missions, on a appris que vous étiez installé, etc. Et j'ai dit non, je ne peux pas parce que j'ai cet engagement vis-à-vis de Bernard Krief. Et je me rappelle, l'un d'entre eux m'a dit mais on va pas vous laisser sans client, alors moi je vais vous en trouver. Et cette personne qui était un tanneur, sa tannerie a disparu à l'époque, et m'a trouvé comme premier client Longchamp, vous voyez, parce que c'était un de ses clients, voilà. Et il m'a présenté à Longchamp. Donc, il vous a mis le pied à l'étrier avec Longchamp, c'est formidable. Et donc, ce que je veux dire aussi, voilà, ça fait partie de mes valeurs. Je crois que l'honnêteté paye. Vous voyez, c'est un peu paradoxal ce que je dis, mais je crois. Sur les premières années, Longchamp, ça vous a permis de valider votre notoriété en tant que recruteur. Oui. Comment se sont passées les premières années et comment vous avez structuré finalement votre activité? Alors, vous savez, moi j'ai toujours choisi la croissance douce. Donc ça veut dire que j'ai commencé à faire quelques missions. Ça s'est plutôt bien passé parce que j'avais cette petite notoriété. Et d'ailleurs avec un afflux plutôt d'entreprises du secteur de la mode, puisque comme j'avais été chef de marché dans ce secteur, j'y avais laissé une petite trace. Mais donc j'ai pas recruté très vite. J'ai recruté, je crois, à la fin de la première année, un consultant, etc. Et toute ma carrière, d'ailleurs, j'ai choisi la croissance douce, c'est-à-dire j'ai plutôt privilégié le fait d'avoir une équipe solide, fidélisée. Il y a des personnes chez moi qui sont là depuis 20 ans. J'en ai déjà accompagné 2 à la retraite. Donc, vous voyez, c'est plutôt ça, avec des méthodes homogènes, respectueuses de nos clients et de nos candidats. Donc, c'est plutôt ça que j'ai cherché. Donc, les premières années se sont bien passées parce que assez vite, j'ai eu donc un volant de clients sans renier la parole que j'avais donnée. Après, j'ai plutôt essayé de diversifier parce que rester dans un secteur comme la mode, même si c'est un concept assez large, ça a aussi des dangers quand on ne fait que ça. C'est-à-dire que vous savez, dans notre profession, l'éthique, c'est de ne pas débaucher chez ses propres clients. Et quand vous avez trop de clients dans un secteur donné, ça devient difficile à respecter. Ou plus exactement, c'est difficile à respecter parce que votre client, il vous dit, mais il faut aller chasser là, chasser là, chasser là. Il dit, je peux pas, c'est un client. Donc, vous voyez, ça rend les choses difficiles. Dès le début, vous avez travaillé sur le top management, le middle management? Les deux, oui. Alors ça, c'est un choix que j'ai fait aussi. C'est-à-dire que, parce que vous le savez, la profession, elle est plutôt segmentée à travers ces 2 niveaux. Et moi qui travaillais et qui le souhaitais à travailler avec des PME et ce qu'on appelle maintenant des ETI, à l'époque on disait des entreprises moyennes, taille moyenne, ça, je voulais être vraiment, renforcer mon rôle de conseil. Et ça supposait donc de les accompagner sur l'ensemble de la population cadre. Ça permettait plus de proximité et de conseil. C'est quoi un bon chasseur de tête? Si je le savais. Vous devez avoir quand même quelques indices.
Oui, alors je vais vous dire, le métier a beaucoup évolué. Hein. Ce que je fais aujourd'hui a peu de choses à voir avec le départ de ma carrière, mais il y a quand même des fondamentaux que je vais essayer de vous livrer. Je cite souvent la phrase du prince Salina dans l'œuvre de Lampedusa, là, qui dit il faut que tout change pour que rien ne change. Et donc ce qui ne change pas pour moi, c'est justement les convictions. Et les convictions, c'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Donc des notions de transparence et des notions de fiabilité. Voilà. Donc je dis ça parce que voilà, c'est pas toujours le cas. Donc ça veut dire respecter ces deux publics que sont ses clients, que sont ses candidats. Et en particulier, j'allais dire les candidats, parce que ce qu'on entend souvent de la part des candidats qu'on interroge, c'est de dire que selon qu'ils sont dans une position où ils ont un job, où ils ont le pouvoir de donner des missions, ou quand ils sont en recherche, le comportement des cabinets n'est pas le même. Voyez. Donc, et pourtant, c'est toujours le même homme dans les deux cas. Donc voilà, ce à quoi je crois aussi, c'est-à-dire que il faut respecter ces publics. On est dans l'humain. Vous avez en tête des succès qui ont fondé aussi la notoriété de votre cabinet. Il y a des choses qui ont été importantes dans la vie de votre cabinet. Tout à l'heure, vous avez fait référence à ma formation. Je pense que moi, j'ai très vite institué dans le cabinet, dans le process de recrutement, une place particulièrement importante accordée à ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, et qu'à l'époque, on appelait plutôt la personnalité, les motivations. Parce que justement, mon expérience, c'est que la réussite d'un cadre dans une entreprise est assez rarement, ou plus exactement l'échec, est assez rarement lié à la notion de compétence, mais presque toujours à cette notion d'intégration et d'adaptation des valeurs. Donc, je pense qu'une de nos forces dans le cabinet, c'est ça, c'est-à-dire c'est notre capacité à aller plus loin dans la découverte de la personnalité, de ses motivations. Et pour ce faire, on a mis en place quelque chose qui, je crois, n'existe pas nécessairement partout. Tous les cabinets vous diront qu'ils font des contrôles de référence. On le fait de manière un peu particulière, on le fait à 360 degrés. Ça veut dire interroger des hiérarchiques, des pairs et des collaborateurs. On le fait à assez grand nombre, puisque par exemple pour les cadres supérieurs, on interroge entre 10 et 12 personnes. Et ces entretiens durent environ 30 à 45 minutes, ce qui est beaucoup de temps de la part de nos interlocuteurs. On leur demande de se libérer. Et donc, ces entretiens permettent à la fois de vérifier la performance, c'est-à-dire les résultats réellement obtenus, parce qu'on sait bien que messieurs les candidats ont un peu tendance à enjoliver leurs résultats. Et puis, surtout, on va assez loin dans ce qu'est la personne, son comportement dans l'entreprise, son style de management, et même, ça va jusqu'aux valeurs. Et quand on travaille, ce qui est notre cas, beaucoup avec des PME, des ETI qui ont souvent une forte culture, le fait de trouver une bonne adéquation même au niveau des valeurs est souvent un capital familial, donc fortement marqué aussi par une personnalité. Ce travail qu'on fait est, je crois, très important et minimise le risque d'échec. C'est intéressant parce que les valeurs et aussi les ressources ou les capacités recherchées par les entreprises ont beaucoup évolué, ne serait-ce que ces 5 dernières années. On a le sentiment que l'attente et la manière dont sont managées les équipes sont vraiment différentes. Est-ce que vous avez vu aussi les attentes en termes de skills oui. évoluer? Alors, autrefois, justement, on ne parlait pas de ça, des soft skills. On disait, voilà, il y avait un cahier des charges, on disait, je veux une expérience de 5 ans dans le marketing, dans les produits grande consommation, avec tel circuit de distribution. Bien sûr, nos interlocuteurs exprimaient un peu des qualités, quand même, j'aimerais qu'ils soient comme ça, comme ça, comme ça. Mais aujourd'hui, le discours de nos interlocuteurs rejoint le nôtre. Et donc, je trouve ça très agréable. D'accord. Par rapport à l'évolution du métier, là, on vient de vivre 1 an et demi qui ont complètement chamboulé la manière dont vous travaillez, les attentes des entreprises. Qu'est-ce qui s'est passé en fait avec cette crise Covid? J'imagine que vous n'avez pas encore tous les éléments, mais qu'est-ce que vous avez vu sur le marché? D'abord, je dois dire qu'on a vécu une année 2020 difficile, oui. Parce que, surtout pour le premier confinement, tout s'est arrêté pour nous. C'est-à-dire, même les missions en cours, on les a stoppées. Les projets de recrutement que nous avions ont été aussi repoussés. Donc, c'est objectivement une année difficile économiquement.
Ceci étant, ce sont des bouleversements que nous ne sommes pas les seuls à avoir subis, mais en particulier la découverte du télétravail. Oui. Ça a quand même modifié complètement les choses, dans le sens où on a appris à faire les premiers entretiens par les différents moyens à notre disposition. Et je pense que ça aura des conséquences d'ailleurs sur l'organisation. Aujourd'hui, voilà, moi j'avais 400 mètres carrés de bureaux. Nous sommes 13 personnes. C'était de l'abondance. Et maintenant, avec le télétravail, on s'est organisé différemment. Les bureaux ne sont plus personnalisés. Ils sont à la disposition des consultants quand ils viennent. Et de ce fait, j'ai rendu un étage, c'est-à-dire 200 mètres carrés. Vous voyez ? Donc le Covid a cette conséquence-là pour moi. Oui. Et concrètement, est-ce que vous voyez justement le télétravail, c'est un très bon exemple, je pense, en termes de compétences des managers que vous pouvez recruter. Il va y avoir de nouvelles compétences à acquérir ou en tout cas qui seront plus importantes qu'elles ne l'étaient auparavant. Manager à distance, ça va être de nouvelles choses. Est-ce que vous voyez des compétences qui émergent ou des attentes des entreprises qui sont en train d'émerger ? Je ne sais pas si... Moi, j'ai pas fait un travail personnel de réflexion beaucoup sur ce sujet-là, d'accord, mais je pense qu'il est à faire, parce qu'effectivement, c'est tout à fait différent. Et puis même sur la vie des gens, ça a aussi beaucoup d'incidence. Mais ce qu'il y a de positif, c'est que ça induit des notions aussi de moindre rigidité. Je veux dire que, vous voyez, avant, dans le cahier des charges, il était dit que la personne devait résider à tel endroit de manière permanente, ce qui supposait des déménagements, etc. Et l'arrivée du télétravail a fluidifié, a flexibilisé tout ça. Ça, vous voyez que ça a fait tomber des barrières par rapport au fait d'avoir un collaborateur qui habite à 300 km. J'avais encore un exemple récent où la personne devait habiter Lyon, et puis la réflexion, on a dit non, elle peut habiter Paris parce qu'il y a tant de temps consacré au télétravail et puis ce sera plus facile pour les communications. Donc je trouve que l'apport important, c'est ça, c'est plus de flexibilité et plus de fluidité, moins de rigidité. C'est intéressant parce que ça va significativement modifier aussi le champ des possibles pour les recrutements. J'imagine que ça ouvre d'autres possibilités. Absolument, oui, tout à fait. Vous le voyez déjà dans les attentes des entreprises ? Oui, on est beaucoup plus souple sur la localisation. La localisation, que ça, comme moi j'ai beaucoup de clients basés en région, je peux dire en province, il paraît que il faut dire en région, ça change un peu la donne. Oui. Le marché là, du recrutement, est-ce qu'il est en train de redémarrer ? Est-ce que vous voyez que les entreprises se disent bon, là on a besoin de structurer, tout a été un peu gelé pendant un peu plus d'un an là, donc alors c'est bien reparti. Vous avez raison, en janvier, février, mars, on a eu un afflux de demandes et surtout ce qu'on appelle des demandes spontanées qui font tellement plaisir, quelqu'un qui vous appelle parce qu'il a un besoin de recrutement. Et puis avril quand même a mis le confinement d'avril a quand même mis pour moi en tout cas, je ne sais pas si c'est le marché, a mis un stop. Voilà, et ça reprend. Mais ça reprend doucement. On nous a tellement annoncé, vous savez, les années folles, la grande reprise, que je suis un peu déçu. D'accord. Et est-ce que vous, ce fait que ce soit gelé pendant un an, vous voyez aussi que ça a créé des interrogations, je sais pas, des tensions dans certaines entreprises. Il y a des questionnements sur comment redémarrer ou comment se structurer. Est-ce que c'est des échanges que vous avez avec eux par rapport à ça ? Surtout, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est si on reste dans le secteur de la mode, le nombre d'entreprises de la distribution, qui était un de nos gros marchés, qui ont eu des difficultés, beaucoup de fermetures de magasins, des entreprises qui ont été reprises, ou d'autres pas. Donc tout ça me fait de la peine quand même, parce que c'est un secteur qui a été assez bon. On sent que ça va rebondir. D'abord, il y a des marques qui ont été reprises avec des volontés de développement. Donc je suis assez confiante pour la suite. Mais c'est surtout ça qui m'a frappée. Après, les problématiques. Alors, il y a des problématiques d'organisation. Quand on parle avec les DRH, en particulier, ils sont submergés par le problème justement de l'organisation du télétravail. C'est ça qui les mobilise beaucoup, parce que voilà, avec tout ce que ça va poser, parce qu'aujourd'hui encore, on fait du télétravail, mais tout n'est pas encore bien organisé, même sur le plan indemnisation, etc. Vous voyez, tout ça est en train de se chercher, quoi. Oui. Mais ce qu'il y a de clair, regardez les grandes entreprises comme Peugeot, ou même récemment Renault a annoncé, Peugeot, par exemple, demande à ses collaborateurs cadres de ne venir qu'une journée par semaine. C'est un changement complet d'organisation. Vous voyez, vous vous rendez compte ? Donc, je crois qu'on n'a pas encore mesuré tout ce que ça va induire.
Non, ça sera très intéressant, effectivement. Et vous aurez un rôle dans cette période-là aussi. Oui, j'espère. Oui. Sur les évolutions aussi, c'est toutes les nouvelles technologies qui sont entrées dans la vie des collaborateurs des entreprises, des managers, et aussi pour les différents métiers, dont le vôtre, le recrutement. Il y a beaucoup de choses qui se font maintenant presque automatiquement. Quel est l'avenir finalement du recrutement de votre métier face à ces développements-là, à des grosses machines automatisées presque? Alors c'est un métier qui est assez chahuté par la concurrence, mais chahuté pas toujours bien. Je veux dire que moi je suis très attachée, vous l'avez compris, à cette notion de conseil. Moi je suis conseiller en recrutement. Donc ça veut dire que il faut un rapport avec son client qui est un rapport de confiance, évidemment traduit dans un contrat, et fleurissent les cabinets qui font ce qu'on appelle du success fees, du contingency, c'est-à-dire de n'être payés que quand ils ont trouvé la bonne personne. Je ne crois pas dans ces conditions-là, on puisse faire le même travail de qualité et en particulier de conseil que quand on a un vrai contrat qui vous lie avec ses engagements avec votre client. Alors, donc c'est un métier un peu chahuté. Je lutte pour garder justement bien cette notion de conseil. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que dans les entreprises, la recherche de cadres en CDI a peut-être un peu faibli parce qu'il y a d'autres formes d'organisation, et en particulier le management de transition. Et donc, c'est un choix que j'ai fait en septembre. Nous en faisions sans le savoir parce qu'on rendait service à nos clients, mais on s'est rendu compte que c'est un vrai business, et donc j'ai recruté un spécialiste du management de transition et on a mis ça en place. Parce que expliquez-nous, qu'est-ce qui est différent en fait quand on intègre un manager de transition dans une structure? Alors, ça veut dire que cette personne n'est pas liée à l'entreprise de manière définitive à travers un CDI, seulement elle a une mission à remplir, soit pour remplacer quelqu'un qui est parti ou qui est en congé ou je ne sais quoi, mais ce sont des missions qui peuvent durer généralement entre 6 mois et 1 an. Ça a du sens parce que ça s'adapte bien aux transformations d'entreprise. C'est un mot-clé, tout le monde est en transformation, et en particulier en transformation digitale. Donc ça veut dire qu'il y a, vous voyez, des projets qui ne nécessitent pas de créer un poste, mais qui nécessitent en revanche d'acheter une compétence pour résoudre le problème qui se pose ponctuellement. Et c'est ça le management de transition. Justement, vous parlez des grandes transformations qui sont actuellement en cours dans les entreprises. Il y a transformation digitale, transformation écologique, transformation aussi un peu sociale, parce qu'il y a un changement de génération aussi dans les équipes de salariés et puis de middle management aussi. Toutes ces transformations dans une période de crise, qu'est-ce que vous voyez comme changement? Est-ce que ça modifie aussi la composition, la manière dont vous allez chercher des profils pour les entreprises? Oui, je pense, parce que qui dit transformation dit agilité. Donc ça connote le fait que quelqu'un qui aurait, voyez, un peu trop ancré dans la tradition, le passé, la stabilité, ne serait plus adapté aux structures. Aujourd'hui, on est à la recherche de qualité, comme vraiment le mot agilité, vous voyez, c'est ça, il résume tout, quoi. C'est-à-dire cette capacité d'adaptation. Dans le passé, les profils qui devenaient directeur général d'une boîte, c'était plutôt des responsables commerciaux, directeurs commerciaux. Ces dernières années, c'était plutôt des directeurs marketing. Dans beaucoup d'entreprises, on a vu des directeurs marketing devenir c'est-à-dire qu'on est passé des ventes à la stratégie, si je puis dire. Oui. Il y a une prochaine étape là avec les transformations. Alors, dans certains cas, c'est aussi les financiers. C'est vrai. Parce que il faut parfois resserrer les boulons, avoir plus de rigueur. Et surtout, si le DG a plutôt un profil orienté produit-marché, le directeur, le DAF, qui est souvent une fonction d'ailleurs élargie, qui est une sorte de DGA, peut devenir le DG. Mais j'ai vu quelques exemples aussi de DRH. D'accord. Tant justement les problématiques autour des personnes devient important. J'ai vu quelques exemples. D'accord. Vous avez toujours les mains sur le cabinet, mais vous avez une autre main sur une autre activité. Vous êtes aussi business angel depuis un moment. Vous avez accompagné plusieurs startups, entreprises. Oui. Comment vous êtes
entrer dans cet univers des anges du business? Oui. Alors, je crois que le déclic, ça a été... on m'avait demandé d'être un petit associé d'un fonds qui s'était créé, qui s'appelle Fashion Capital Partner. D'accord. Et qui était des investissements dans la technologie appliquée à la mode. Donc, c'était un sujet passionnant. Et comme j'assistais donc tous les mois à des présentations de jeunes entrepreneurs pitchant sur leur start-up, et ça a été une prise de conscience en me disant, mais il y a en France une richesse d'imagination, de créativité, de talent, et donc il faut que je les accompagne. Alors j'avais quelques économies après tant d'années de travail, et je me suis dit, plutôt que de faire gérer dans des portefeuilles boursiers avec les hauts et les bas qu'on connaît, ce serait mieux, plus intelligent. Donc j'ai commencé comme ça. Vous voyez, mais vous n'aviez pas de compétences spécifiques? J'en ai toujours pas d'ailleurs. Non, mais je veux dire par là. D'ailleurs, c'est souvent un message que j'essaie de délivrer aux femmes, parce que vous savez, il y a très peu de femmes. Parce que avec mes investissements modestes, je suis la première femme business angel en France, et surtout la seule femme parmi les 30 premiers investisseurs. Donc, je crois que les femmes ont une crainte. Elles disent, mais je suis pas très forte en finance, je suis pas capable de bien diagnostiquer. Alors moi, je leur dis, faites confiance à votre bon sens. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, pour être honnête, moi j'accorde beaucoup d'importance, ça c'est ma formation, à la qualité de l'entrepreneur. Bien sûr, il faut que je croie au projet, enfin, à ce qui est même l'essence de la start-up, et au marché, sinon ce serait des folies. Mais quand même l'entrepreneur. Pourquoi ? Parce que j'ai vu plein de cas où après un démarrage sur un concept, on se rend compte que le marché n'est pas là, et il faut pivoter. Oui. Et franchement, ça, c'est lié à la qualité de la personne. Et j'ai vu des pivots. J'ai même fait récemment un post sur LinkedIn pour illustrer ça sur une start-up qui a pivoté et ça réussit très bien. Mais alors, il faut avoir le talent, là, de faire table rase de ce à quoi on croyait et de recommencer. Donc, quand je dis bon sens, c'est quand même vrai un peu. Mais c'est aussi pour moi beaucoup la qualité de l'entrepreneur. Vous qui êtes passionné de jardinage, c'est un peu cette idée-là d'aller trouver et de faire grandir les petites pousses, quoi. Oui, parce que vous avez dit que j'avais 2 vies, mais c'est pas complet. J'en ai une troisième. J'appelle ça jardinière. Bien sûr, je mets la main d'ailleurs dans la terre, mais évidemment, je suis très aidée. Et donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est des jeunes pousses. Et c'est pareil dans les végétaux. J'adore voir grandir. J'adore voir bouturer et donner la vie à des nouveaux végétaux. Et c'est un peu pareil pour les startups. Et je dois dire que j'y prends grand plaisir, et même plus que ça, je trouve que ça m'apporte beaucoup. Je dis entre guillemets, ça me vivifie, vous voyez, d'être en contact avec tous ces jeunes, tellement extraordinaires. Ils ont quel profil? Comment vous les repérez? J'imagine que c'est des dossiers qui tournent une fois qu'on est identifié comme business angel, les dossiers arrivent plus facilement. Voilà, mais au début, ça a été plutôt des rencontres. D'accord. Vous voyez, par exemple, alors par mon activité professionnelle, j'avais rencontré une jeune femme qui était à l'époque directeur du marketing et du digital de Fauchon. Et un jour, elle m'a dit, je vais créer ma start-up. Et en l'occurrence, je fais de la pub pour elle. Elle s'appelle La Meringuée. Et c'est donc un concept de pâtisserie décliné sur la meringue. Et cette personne a ouvert donc des magasins. Des pâtisseries. Je recommande de goûter parce que c'est exceptionnel. Et donc, dès qu'elle m'a dit ça, je l'ai accompagnée parce que je croyais en elle. Je veux dire, c'était une personne que j'avais vue et que je trouvais de grande qualité. C'est ses compétences et puis ses capacités, ses soft skills aussi. Là, j'ai investi sur un business plan, quasiment. Oui, d'accord. Sur un tableau Excel même. D'accord. Oui. Voilà. Et donc, c'est allé comme ça, par des rencontres. Et puis ensuite, dès qu'il y a eu cette enquête là qui a été faite par Angel Square et Challenge, oui. Je me suis retrouvée, sans y croire, en couverture, parce que j'étais la première femme. Et donc, à ce moment-là, ça s'est beaucoup accéléré. Et même, c'est devenu un problème dans le sens où je reçois, je sais pas, une dizaine de projets par semaine. Vous voyez ? Ah, quand même. Voilà. Et je dois dire que j'ai même pas le temps de les ouvrir tous, parce que mon métier, c'est quand même de m'occuper de ma boutique. Oui. Et parce que c'est elle qui me nourrit pour l'instant. Et donc, comme les affaires sont quand même pas faciles, j'accorde relativement peu de temps à ma deuxième activité. Mais comment vous expliquez ça? C'est qu'il n'y a pas assez de business angel ou de ressources pour ces structures qui démarrent?
Je crois qu'il y en a, il y a tellement le montant d'élevé est très élevé, donc je pense qu'il y a quand même des ressources. Mais je pense que le fait que alors ils me disent pourquoi ils viennent vers moi. Parce qu'ils m'ont trouvé facilement sur Internet à cause de la médiatisation, parce que j'étais la première femme, mais aussi parce que je suis une femme. D'accord. Dans le sens où, justement, dans les boards ou dans les comités stratégiques ou chez les investisseurs, il y a relativement peu de femmes. Et troisièmement, parce que je suis dans les RH et que je pense que ça leur sera utile. Voilà un petit peu leur motivation. Oui, c'est vrai qu'il y a peu de profils d'investisseurs avec un profil RH. Voilà. C'est pas forcément les premiers des investisseurs. Est-ce que dans les... Alors déjà, tout bêtement, le ticket que vous mettez sur ces entreprises... Oui, alors il est modeste, c'est de 20 à 50 000 euros. D'accord. Et ça vous permet de faire quoi avec eux? Comment vous les suivez une fois que vous avez choisi un profil? Bon, après, sur les 54 participations que j'ai, évidemment, je suis pas active dans chacun. Pour la plupart, j'attends passivement les résultats mensuels ou trimestriels, sauf si on me demande mon aide pour tel ou tel problème. Voilà. Mais j'ai accepté, je sais pas, 6 boards ou 6 comités stratégiques, et là, je suis plus active. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait d'être au board? Qu'est-ce que ça apporte aussi dans votre activité première? Ça vous ouvre aussi des Tout à fait. Disons que ça me rend très proche des problématiques de l'entreprise, et je trouve qu'intellectuellement, c'est nourrissant, vous voyez, dans des secteurs que je connais pas nécessairement. Vous savez, je suis par exemple investi dans la blockchain ou des choses comme ça, voilà. Et puis, à vrai dire, et c'est un peu intéressé, ça élargit mon horizon aussi business, dans le sens où je rencontre d'autres investisseurs et ça peut, j'espère, m'amener aussi des clients. Vous voyez, tout se tient, quoi. Alors, je fais pas pour ça, mais il y a un écosystème autour un sous-produit qui n'est pas inintéressant. Et alors, étant très proche des startups, je me suis rendu compte aussi que ils avaient un certain nombre de problèmes qui n'étaient pas bien résolus. Donc moi, j'ai lancé, pas officiellement encore à cause du Covid, mais on a créé une offre pour les startups. D'accord. Sous la marque Dream Team by Chantal Baudron. Ok, ça consiste en quoi? Ça consiste à offrir 5 produits. Le premier, c'est l'assessment, parce que souvent, nos jeunes start-upers, ils recrutent dans leur environnement, ou recrutent via les job boards, voilà. Mais ils sont pas assez vigilants sur la personne. Et donc, on peut les aider en évaluant et en faisant des contrôles de référence. Le deuxième sujet, c'est le recrutement, donc au sens classique, mais avec une adaptation aux besoins de la start-up qui est assez différente. Et on a recruté pas mal de business développeurs, parce que c'est souvent un sujet qui se pose. Troisième produit, c'est la DRH à temps partagé, parce que jusqu'à un certain stade, ils peuvent pas engager une DRH à temps complet parce qu'ils n'en ont pas les moyens, puis non plus pas le besoin. Mais en revanche, certains sont noyés dans le maquis de la législation sociale, et c'est les aider que d'apporter cette prestation. Quatrièmement, c'est le coaching, mais sous 3 formes. Un coaching développement commercial, un coaching développement personnel, parce que je les comprends, ils sont confrontés à bien des problématiques et quelquefois ils sont un peu déstabilisés par les obstacles rencontrés, donc il faut les aider. Et le troisième coaching, c'est la prise de parole en public et le média training. Prise de parole, parce que surtout quand ils vont ce qu'on appelle en série A, les fonds... Donc pour lever des fonds, leur plus important auprès des fonds d'investissement, souvent il faut pitcher de manière peut-être un peu plus subtile que devant les business angels. Voilà. Et dernier produit, c'est la recherche de senior advisor, parce que justement, les fonds leur disent parfois, je trouve que votre board n'est pas assez musclé, il faudrait trouver quelqu'un comme ça et comme ça. D'accord. La période qu'on vit actuellement, ça a changé quelque chose dans l'organisation, l'activité des startups? Ça les a impactés d'une manière particulière? Alors certains, oui. C'est vraiment fonction du secteur dans lequel ils se trouvent. Par exemple, une startup dans laquelle j'ai investi qui est dans l'événementiel. Je dirais, elle s'est mise en stand-by. Elle a fait pause. Elle a plus de loyer, plus de salaire, etc. Et on attend que ça redémarre. Mais comme le produit est pertinent, je pense que ça va redémarrer. Voilà. Une autre start-up qui était dans le secteur de la restauration, du recrutement d'ailleurs de non-cadres pour la restauration, des extras, etc., évidemment, a été très fortement pénalisée. Heureusement, ils ont fait une forme de pivot. Ils sont allés vers le retail, qui à certains moments a été aussi malmené, mais enfin ça a quand même relayé un peu. Donc c'est vraiment fonction du secteur.
Et certaines ont quand même été très, très mises à mal, quoi. Vous êtes déjà sorti de certaines de ces entreprises. Vous les avez déjà accompagnées à l'étape suivante. Alors voilà, comment ça se passe comme mon activité est assez récente, il y a une seule sortie, mais qui n'était pas volontaire, et je peux la citer, c'est Horace, des produits, vous devez connaître, monsieur, parce que c'est des produits de beauté pour les hommes, et qui est une excellente entreprise. Et à un moment donné, un fonds a souhaité rentrer et a demandé aux minoritaires de sortir. Donc je l'ai fait à contre-cœur. Mais comme il y avait une belle plus-value, ça a un peu adouci ma peine. D'accord. Voilà. Et puis, en ce moment, il y a dans mes startups 3 ou 4 qui sont en série A, ou plutôt exactement qui ont fait la série A avec des valorisations dans une fourchette. La plus petite, c'est 15 millions et la plus belle, 24. Donc, voilà, ça, c'est des belles performances. Oui. Mais je ne suis pas sorti. Pas encore. Et justement, pour une personne qui voudrait se lancer dans le business angel, on perd, on gagne, c'est comme la bourse. Quelle philosophie il faut avoir quand Écoutez, je vous répondrai dans 10 ans. Oui. Mais pour l'instant, alors j'ai eu quelques dépôts de bilan quand même. Oui. Voilà. Mais ça, c'est normal. J'en ai eu 4. Sur 54, on me dit que c'est bien. D'accord. Que c'est peu. Voilà. Et en termes de sortie, donc celle que je vous ai citée, mais qui était bien. C'était un coefficient tout à fait correct en très peu de temps. Pour le reste, ce qui me rassure, c'est ces valorisations à l'occasion des séries A. Vous voyez, on se dit que ces entreprises-là, elles sont sur le bon chemin. Oui. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y aura des licornes, parce que ça ça reste exceptionnel. Oui. Mais je pense qu'il y a des très, très belles aventures et que je suis heureuse d'accompagner. C'est intéressant parce que à travers vos deux activités, ça dresse un peu le portrait de ce qui se passe en ce moment. Vous parliez tout à l'heure dans la mode des grandes enseignes de distribution mode qui ont souffert l'an dernier, qui souffraient un peu auparavant. Et là, vous parlez de start-up comme Horace dans la beauté, mais qui fait partie un peu de l'écosystème que nous, on suit à Fashion Network, et dont on voit qu'elles sont en train de prendre des parts de marché, qu'elles sont en train d'apporter quelque chose de nouveau au marché. Il y a des vraies ruptures. Il se passe quelque chose. Comment vous analysez cette effervescence? C'est un changement de génération. Qu'est-ce qui se passe d'après vous? Oui, alors souvent ces startups, en particulier dans la mode, sont assez centrées aujourd'hui sur le concept de RSE, au sens global du terme. C'est-à-dire regarder le nombre d'entreprises qui vont travailler sur des produits recyclés. C'est vrai, j'ai investi dans une société qui fait des jouets, ça s'appelle les Mini-Mondes, et c'est du plastique recyclé. Mais il n'y a pas que ça, c'est très intelligent sur le concept. Il y a une affaire de jeans qui s'appelle Annie, qui va travailler que sur des matériaux existants. Déjà, elle veut pas produire de nouveaux tissus, va reprendre des tissus existants. Vous voyez, on sent bien que toutes ces valeurs-là sont à l'origine, j'appelle ça un peu une rupture, sont à l'origine de beaucoup de créations de concepts. Et c'est vrai aussi dans la cosmétique, avec, par exemple, j'ai investi dans une start-up qui s'appelle Le Rouge Français, et qui sont que des produits à base de plantes tinctoriales, de plantes tinctoriales. Donc, c'est ça aussi qui se passe beaucoup et c'est quand même une forme de rupture avec le passé. Et du coup, c'est aussi de nouveaux champs à explorer, c'est toutes ces marques-là qui sont... Oui, tout à fait. Oui. Vous voyez, par exemple, j'ai investi dans une entreprise qui parce que alors l'autre chose c'est l'impact, entreprise à impact, alors qui a conçu un système pour que les personnes qui sont en fauteuil peuvent pas marcher, sont en fauteuil roulant, puissent être reliées à une trottinette électrique. D'accord. Et c'est génial, parce que ça permet à toutes ces personnes de faire des balades en forêt avec leurs amis, de se déplacer alors qu'au bras, vous savez, c'est parfois fatigant, etc. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup tout ce qui se crée, là, tous ces apports nouveaux qui vont aussi aider des gens. Oui, voilà. Cette notion de sens aussi, de donner effectivement la notion d'impact, les entreprises à mission, le concept d'entreprise à mission qui est développé. Tout ça, c'est aussi des attentes des candidats oui, pour les motiver, pour rentrer dans une entreprise, c'est un des motifs. C'est vrai, et ça aussi, c'est un changement de valeur qu'on voit. C'est-à-dire que souvent, aujourd'hui, les candidats l'expriment. Je veux un job qui ait du sens. Voyez. Et je voyais il n'y a pas très longtemps une femme qui a été directeur générale d'une entreprise dans le secteur, en l'occurrence de la bijouterie, et elle est venue me voir en me disant, elle quittait parce qu'il y avait un changement d'actionnaire. Elle m'a dit j'ai fait la preuve que je pouvais être un bon directeur général. Donc c'est plus ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, je veux un job qui ait du sens.
C'est intéressant et je pense que c'est ça qui est passionnant actuellement dans votre métier, c'est d'accompagner cette transition-là et de développer, j'imagine aussi de sensibiliser les entreprises au fait de développer le sens, parce que ça va être clé en fait dans leur réussite auprès du consommateur et auprès de la constitution de leurs équipes. Pas vraiment mon rôle, ça. Ouais. Mais ils y pensent tout seuls. Hein. Ils y pensent tout seuls, ils sont mûrs pour ça. C'est une vraie préoccupation. D'accord. Chantal Baudron, merci pour cet échange. On se retrouve, nous, de notre côté, très prochainement pour une nouvelle écoute. Merci à tous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.